quand on a lancé cette idée justement de conférence sur Opcache, avec Xavier, à un moment, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir raconter pendant 45 minutes? Il n'y a pas grand-chose à dire finalement. Et en regardant de plus près, en analysant un peu le sujet, finalement, on a été obligé justement de tailler un peu et d'éliminer certaines choses, puisqu'on ne pouvait pas tout dire, faire tenir en 45 minutes. Donc vous allez voir, finalement, c'est très riche malgré ce qu'on pourrait penser. Pour commencer, je vais me présenter, Frédéric Boucherie. Donc, je suis développeur PHP depuis 1998. Je fais du développement depuis 1983. Accessoirement fondateur des apéros PHP, pour ceux qui étaient là à la soirée hier. 300 pintes distribuées. Et je suis actuellement lead développeur pour le groupe CCN Benchmark. Bonjour à tous, je suis Xavier Leun. Je suis aujourd'hui responsable framework PHP pour le groupe CCN Benchmark aussi. Je suis développeur PHP depuis à peu près 2007. Et je travaille beaucoup sur les problématiques DevOps dans la société. Donc CCN Benchmark, on va vous présenter un petit peu le groupe parce que le nom ne parle pas forcément à tout le monde. On regroupe aujourd'hui environ 50 à 60 millions de visiteurs uniques par mois autour de nos marques telles que Journal des Femmes, l'Internaute, JDN, Copain d'avant, Comment ça marche. Voilà, on en a encore d'autres. Et ce trafic nous génère environ 400 millions de pages vues chaque mois. Donc quand on a un trafic de ce type, c'est évident qu'on a des besoins d'optimisation qui sont particulièrement forts. Et du coup, on est amené à travailler sur toutes les problématiques et toutes les étapes qui interviennent pour améliorer cette performance. OPCache, vous allez le voir aujourd'hui, c'est vraiment un élément pour nous qui est déterminant. Et il faut vraiment réussir à bien le prendre en main. Déjà, OPCache, qu'est-ce que c'est pour ceux éventuellement qui ne savent pas? OPCache, c'est un cache d'opcode. On va vous expliquer quand même rapidement ce que c'est qu'un cache d'opcode. Si on prend un script PHP, finalement, PHP, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre ce script et il va déjà commencer par l'analyser, décomposer, on ne voit pas très bien, décomposer, on va dire en nœuds, en tokens. Et c'est cet ensemble qui, derrière, après, va être interprété pour générer un opcode. Un opcode étant un ensemble d'instructions élémentaires que va utiliser ensuite PHP pour interpréter et exécuter finalement notre script. Sauf que toute cette opération qui consiste à prendre le script, l'analyser, l'interpréter pour ensuite l'exécuter, on s'aperçoit que l'opcode généré il sera toujours le même si le script ne change pas. Donc on a vite compris qu'il était intéressant de éventuellement conserver cet opcode pour ensuite le réexécuter si le script n'avait pas changé. Donc c'est ce qu'on fait finalement. On va mettre en cache, dans un cache mémoire, l'opcode pour ensuite l'exécuter. Requête suivante, le script PHP n'a pas changé, on le reprend en mémoire cache et on l'exécute. Le gros intérêt là-dedans, en plus, c'est que l'opcode, il est généralement monté en mémoire partagée. Et la mémoire partagée, c'est extrêmement rapide, beaucoup plus rapide que de lire simplement le script PHP sur disque. Donc on a un gain vraiment en performance qui est extrêmement important. Avant de continuer, je voudrais vous parler un petit peu des caches d'opcode, parce que des caches d'opcode, il y en existe pas mal. Il en existe un bon nombre d'ailleurs. Et on s'est aperçu quand même que, par exemple, avant 2007, c'était le règne de Turk Memcache et d'eAccelerator. Alors, eAccelerator, c'est un fork de Turk Memcache, dont on parlait beaucoup à l'époque, qu'on utilisait beaucoup. Et en parallèle, il y avait Zend, qui avait développé une petite solution, enfin une solution en tout cas, d'opcache, qui s'appelait Zencache, qui permettait de faire du cache d'opcode, mais ils vendaient cette solution. Ça coûtait entre 1500 et 7000 $ la solution en fonction du nombre de processeurs. Donc finalement, peu d'entreprises l'utilisaient. En plus, avant 2007, c'était surtout le règne des sites un peu communautaires. En entreprise, on pensait plutôt à d'autres technologies. Pour ceux qui ont vu la conférence ce matin de François, comprendront. Donc finalement, Zen n'a pas vraiment percé à ce niveau-là avec sa solution. Et à partir de 2007, une petite solution qui existait depuis assez longtemps malgré tout, développée en plus par, dans les développeurs, il y avait Rasmus en personne qui intervenait sur ce projet. Donc le projet APC a commencé à
prendre de l'ampleur, beaucoup d'ampleur. À tel point d'ailleurs qu'en 2010, il était même prévu d'intégrer APC dans la future release majeure de PHP, feu PHP 6. Vous savez ce qui est arrivé de PHP 6. Et du coup de Trafalgar de la part de Zend. En 2013, Zend libère sa solution qui s'appelle Optimizer Plus. Optimizer Plus était le Zend Cache plus un optimisateur de code. C'était Zend Optimizer et Zend Cache qui sont devenus Zend Optimizer Plus. Pardon. Et le Zend Optimizer Plus, ils ont décidé de le libérer, ils l'ont mis sur GitHub, je crois que ça devait être en février ou fin janvier 2013. Et quelques mois après, hop, on propose d'intégrer Optimizer Plus à PHP 5.5. Il a été voté à 66 voix contre 4. Donc là, autant vous dire que derrière, APC, ça a été un petit peu fini pour eux. Bon, ça les arrangeait bien parce que APC, ils avaient énormément de mal à maintenir la solution. Ils avaient toujours beaucoup de retard par rapport aux dernières versions. Entre PHP 5.4 et la sortie d'APC compatible PHP 5.4, il y a eu 6 mois. Apparemment, Rasmus lui-même, ça l'arrangeait bien finalement que ce soit Zend qui reprenne les rênes du cache d'opcode, parce qu'il n'a plus trop envie de travailler dessus. Mais alors les autres solutions, parce que je vous dis, il y a d'autres solutions, je vous en ai cité que 3. Je vais parler de Zend, je vais parler d'APC, je vais parler de iAccelerator. En fait, il y a d'autres solutions qui existent. Newsphere et IonCube, ce sont des caches d'opcode, on va dire commerciaux, ce sont des solutions payantes que finalement on n'utilise pas trop. Et en plus, avec Opcache qui est maintenant intégré directement dans PHP 5.5, on se pose quand même beaucoup de questions sur son avenir, enfin sur leur avenir. Par contre, il y a une autre solution qui s'appelle Xcache. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est une solution qui est très très bien, qui est développée par la communauté de LightHTTPD, qui est très performante, qui fait du cache utilisateur et qui est également très réactive. Lorsque PHP 5.6 est sorti, donc en août 2014, oui, tout récemment, oui. 3 semaines après, il y avait une version de Xcache qui était compatible PHP 5.6. Donc ils sont vraiment très réactifs et ils interviennent beaucoup. Donc c'est une solution à pas négliger. Mais quelles sont les raisons du règne d'APC? C'est-à-dire pendant très longtemps, on parlait beaucoup d'APC. Et quelles étaient les raisons de son règne? Eh bien, on s'est aperçu que c'était principalement pour une fonctionnalité annexe qui était plutôt de mettre en cache utilisateur des données. À tel point que sur certains projets, moi j'ai constaté que des gens installaient APC pour avoir un cache utilisateur et accessoirement avoir en effet bord un cache d'opcode. Et le problème, c'est que Opcache ne propose pas de cache utilisateur. Et c'est pour ça qu'est né APCU. Alors APCU, c'est en fait l'équipe qui a développé APC, qui ont repris entièrement le code d'APC. Ils ont enlevé toute la partie qui concernait le cache d'opcode pour ne conserver que le cache utilisateur. Donc c'est les mêmes équipes qui ont travaillé dessus. Et si vous regardez d'ailleurs la version d'APCU, elle commence à la 4.0, qui est en fait la suite d'APC. Pardon. Alors Opcache serait-il un simple cache d'opcode? Pas tout à fait. En fait, on ne voit pas très bien le rouge sur noir. Bon. Entre la phase d'interprétation et la phase de mise en cache, je vous ai parlé tout à l'heure d'Optimizer, de Zend Optimizer. En fait, il y a une phase d'optimisation entre les deux. Du coup, là, je vous ai mis un petit exemple, un echo bête. Ça, c'est le code, l'opcode non optimisé. Donc on voit les multiplications, 60 x 60 x 24 x 365. Pour ceux qui ont compris le nombre de secondes dans l'année, peu de choses près. Et ça se transforme en echo 31 536. Donc s'il vous plaît, les ayatollahs de la performance, arrêtez de mettre 31 566, ça ne sert à rien. À part être illisible, vous ne gagnerez absolument rien avec un cache d'opcode optimisé. Et il y a plein de petits points comme ça qui sont importants.
Là, ici, par exemple, j'ai mis un simple note devant ma condition. Il faut savoir que tous les if avec un note ici, donc là, on voit, vous avez une condition, là, le bool note qui est exécuté avec le saut. Mais derrière, ça devient JMPNZ, c'est-à-dire que c'est un saut, mais sur une condition négative, au lieu d'avoir une condition positive, en fait. Donc, mettre un note devant ne changera absolument rien sur la performance. Moi, j'en ai vu qui disaient, ouais, mais je préfère utiliser un booléen inversé, comme ça, j'ai pas besoin de mettre de note devant. Mais ça sert à rien. Ça sert strictement à rien. Donc, vous posez pas ce genre de questions, vous gagnerez rien. Ah, j'en ai pas parlé, mais il y a un petit point intéressant ici, c'est que là, je fais un exit, et on voit qu'on fait un saut à la ligne 7, et ici, je fais un exit. Donc du coup, là, il y a une petite étoile. En fait, il y a un saut qui va à la ligne 7 qui finalement ne sert strictement à rien. C'est du code mort. Et l'optimisateur de code, derrière, ici, va simplement faire son exit et son return. Il a fait sauter la partie qui ne sert plus à rien. Donc il a aussi réduit la quantité de code exécuté. Là, c'est un petit exemple de différentes phases d'optimisation. Il faut savoir que Opcache, on peut modifier les étapes d'optimisation. On peut éventuellement ajuster les étapes d'optimisation. Donc là, on n'a mis aucune optimisation. Là, c'est la première étape d'optimisation qui consiste à supprimer éventuellement les sauts où il y aurait une constante et il calcule tout de suite pour être sûr que finalement le saut ne sera jamais utilisé, donc je peux le retirer. Donc on met un petit nop no operation de façon à ne pas décaler les lignes. Ici, c'est l'inverse, c'est là il a optimisé le saut. Là, le jump, il va à la ligne 4. Finalement, ça ne sert à rien puisque je suis juste au-dessus. Donc du coup, il a retiré. Et si on active toutes les optimisations, il va retirer le knob qui est en haut, le knob qui est en bas, et finalement, ça va devenir écho OK. Donc c'est assez efficace. Alors, Opcache ne fait pas que de l'optimisation de code aussi. Il va faire également d'autres types d'optimisation, et en l'occurrence les chaînes internes. Les chaînes internes, si on prend un code, on a test, return test, la variable qui s'appelle test, moi j'ai mis beaucoup de tests, je crois. La fonction, encore une méthode, enfin encore une variable. Donc finalement cette chaîne de caractères va être utilisée 5 fois. Avec les chaînes internes, eh bien finalement on ne va garder en mémoire qu'une seule chaîne de caractères. Et en plus, ça va être en mémoire partagée, ça veut dire que lors de la prochaine requête, il n'aura même pas besoin de réallouer de la mémoire pour mettre ses chaînes internes. Donc il va gagner un peu en mémoire et gagner également en performance, puisqu'il n'a pas besoin de faire d'allocation. Alors, Opcache plus ses optimisations nous permettraient donc un gros gain de performance. Pas tout à fait, en fait. Vous avez un gain de performance qui est non négligeable à mettre en place un cache d'opcode. Vous allez diviser par 2 vos temps de réponse, voire plus selon la qualité de votre code. L'optimisation, c'est un gain de 10% seulement. Finalement, le gain apporté n'est pas énorme. Le gain, vraiment, il est surtout apporté par le cache d'opcode lui-même. Alors maintenant que Fred vous a dit ça, on pourrait se dire que OPCache, ça ressemble un petit peu à un outil magique, c'est merveilleux, ça vient directement avec PHP 5.5, dès que je fais mon install, il est là, j'ai qu'à l'activer, et puis je vais diviser par 2 mon temps de réponse. C'est pas tout à fait aussi exact que ça. OPCache, ça reste un outil qui est un petit peu complexe. Quand il arrive dans votre install, il arrive avec un gros besoin de configuration. Souvent, l'erreur, c'est de se dire, je l'ai installé, la conf par défaut, elle doit être bonne, ça doit être une conf qui est parfaitement valable pour la prod, on va garder ça, c'est très bien. La réalité, c'est qu'il arrive avec 26 paramètres de conf. Et sur ces 26 paramètres de conf, il y en a 15 qui viennent directement impacter vos performances ou la manière dont il met en cache vos fichiers. Et on va voir qu'en réalité, la configuration par défaut qui est proposée n'est pas du tout adaptée pour la production. On a choisi de regrouper, on va se focuser sur ces 15 paramètres importants pour la mise en cache. Et pour l'optimisation, on les a regroupés en 4 catégories. D'abord, on va regarder toutes les stratégies d'invalidation. Parce que c'est intéressant, une fois qu'on a notre script qui a été mis en cache, il y a forcément un moment où moi, je vais venir mettre à jour mon script. D'accord, je fais un déploiement, je fais une map, etc. Et il faudrait qu'OPCache s'en aperçoive, qu'il ne reprenne pas bêtement ce qu'il a toujours en cache. Pour ça, il a différentes stratégies qui sont disponibles. Et ça se joue vraiment au niveau de la configuration. Ces premières stratégies, elles sont basées sur les timestamps des fichiers. D'accord? Ici, le revalidate frec, alors je suis désolé, en gris, on ne voit pas très bien. Ce sont les valeurs par défaut de la configuration. C'est indiqué en secondes.
Ça veut dire, chaque fois que tu vas devoir faire ce boulot de reprendre en cache mon fichier, mon script, regarde si le timestamp a changé. D'accord? Et fais-le au maximum toutes les 2 secondes. Ça, c'est important. Fais-le au maximum toutes les 2 secondes. Parce que si tu le fais à chaque requête, comme le disait Frédéric, on vient continuer de taper les disques durs. En général, sur des frontaux, les disques durs, c'est pas vraiment là-dessus qu'on mise, mais c'est plutôt sur du bon CPU, éventuellement un peu de RAM, mais on a des vieux disques tout pourris. Voilà. Et du coup, c'est toujours intéressant de limiter le nombre de lectures qu'on va venir faire. Et validated timestamps, c'est tout simplement le paramètre de conf qui va nous indiquer est-ce que tu dois vérifier les timestamps des fichiers qui sont en cache, des scripts qui sont en cache ou pas. Vous allez voir comment on peut s'en passer, mais l'idée en production, c'est absolument de désactiver ce paramètre-là. Lui dire, ne fais pas de vérification par toi-même, je viendrai t'informer chaque fois que tu dois recharger ton OP cache. Le revalidated pass, c'est quelque chose qui est assez intéressant. C'est vraiment lié à la manière dont OP cache gère vos fichiers en interne. Le revalidated pass, en gros, c'est on a différents moyens de charger un même fichier. Par exemple, en fonction du répertoire courant dans lequel on se trouve, en fonction de la manière dont on va inclure notre fichier, est-ce qu'on va faire un appel relatif sur le répertoire précédent, sur le répertoire courant, est-ce qu'on va lui donner un appel absolu? On a différents chemins pour accéder à un seul fichier, mais 3 clés différentes pour y accéder. D'accord? OP cache, il va être assez malin, il ne va pas mettre 3 fois en cache votre fichier, par contre, il va stocker les différents moyens qu'il a pour y accéder. Le revalidated pass, qui par défaut est activé, ça va être est-ce que je dois revérifier à chaque fois que tu fais cette même inclusion que le fichier derrière c'est toujours le même? Évidemment, en production de la même manière, la réponse est non. Je viendrai te dire quand est-ce que tu dois revérifier tout ça. D'accord? De la même manière, on va limiter les lectures disques qui sont effectuées. Tout à l'heure, Fred vous a parlé pas mal d'APC. Je pense que beaucoup plus de personnes ici sont beaucoup plus familières d'APC que d'OP cache. Et ils n'ont pas du tout la même manière de gérer les fichiers. APC, il vient se baser sur les inodes des fichiers. D'accord? Il enregistre l'inode. Quand je viens taper mon fichier index.php, il a l'inode 80. Alors que OP cache, il se base sur les chemins, ces fameuses clés dont je vous ai parlé juste avant, sur la manière dont il va résoudre. Donc ça passe par... Alors, je suis désolé, on ne voit vraiment rien du tout sur celui-là. On va prendre un exemple pour ceux qui connaissent Capistrano, l'outil de déploiement. Le principe est assez simple. On a un répertoire release. Dedans, on a un sous-répertoire à chaque fois qu'on fait un déploiement. On a simplifié un peu le truc là. Et dedans, on a nos fichiers déployés. Et pour y accéder, on a un lien symbolique qui s'appelle current. C'est là-dessus que vous mettez votre vhost, qui va pointer ici. Quand je fais un nouveau déploiement, je viens créer un nouveau sous-répertoire, je redéploie mon application dedans, et je viens faire changer mon lien symbolique. Pour APC, le lien symbolique n'a pas changé, il retient toujours l'inode 80, tandis que pour OP cache, si on lui demande de ne pas revalider les chemins, comme je vous le disais juste avant, il va se dire current, ça pointe toujours au même endroit, parfait, current/index.php, c'est toujours le même fichier. Donc, de la même manière, il faudra impérativement qu'on vienne lui dire comment vider son cache d'opcode. Le max explicit percentage, c'est un autre paramètre de conf, par défaut il est à 5. C'est lié à la manière dont OP cache il va gérer en interne l'invalidation de ses scripts. Globalement, quand vous allez mettre à jour un script et qu'OP cache va le voir, il ne va pas libérer la mémoire qu'il avait allouée au premier script. Non, il va la freezer, il ne s'en servira plus, mais il va allouer à côté de la mémoire pour votre nouvelle version du script. Au fur et à mesure que vous venez modifier du code sur vos serveurs, ce pourcentage de mémoire gâché, le wasted percentage, va augmenter. Ce paramètre est là pour dire, dès que tu as dépassé 5%, reset complètement l'OP cache et reprend tout à partir du disque. Donc, de la même manière, on n'a pas forcément envie que ça vienne arriver en production, que n'importe quand mon OP cache puisse se vider et refaire des lectures disques comme moi je ne l'ai pas décidé. On verra comment s'en passer en production. Une fois qu'on a vu les manières d'invalider, c'est intéressant de voir également comment OP cache vient gérer son stockage. D'accord? Comment il gère sa RAM, comment on lui donne la quantité maximum de mémoire allouée.
Le premier paramètre qui est hyper évident, c'est évidemment memory consumption. Quelle est la quantité de mémoire que tu as le droit de prendre pour ton cache stopcode et pour tes caches de clés? 64 mégas, c'est une valeur qui est plutôt intéressante. Il faut savoir que nous, aujourd'hui, sur un de nos clusters, on a environ 24 mégas de code PHP. Ces 24 mégas, ils viennent nous générer 50 mégas de cache d'opcode. Sur ce cluster-là, on a des applications qui sont assez hétérogènes en termes de standards. Ça fait longtemps pour certains qu'ils ont été codés, pour certaines elles sont très récentes. Donc sur des applications très hétérogènes, on pourrait se dire que ce facteur de x2, c'est une bonne base de départ pour votre propre configuration. À ajuster après, on verra avec Fred comment. Le Max Accelerated Files et le Internet Strings Buffer. Max Accelerated Files, bon, pas besoin de vous faire un dessin, c'est combien de fichiers maximum j'ai envie que mon OP cache il vienne mettre en cache. La réponse, elle est assez simple. Il faut toujours que ce soit supérieur au nombre de fichiers PHP que vous avez. Par contre, il y a un détail intéressant à connaître sur ce paramètre. Par défaut, il est à 2000. Mais en réalité, en interne, il attend un nombre premier. Donc faites attention, quand vous allez définir cette valeur-là, à prendre un nombre. Prenez votre nombre de fichiers actuel, mettez 50% de marge, c'est pas ça qui va vraiment vous coûter grand-chose. Vous prenez le prochain nombre premier, vous l'allouez comme ça. Ça évitera toujours à PHP de se dire, alors attends, j'ai un paramètre, quel est le prochain nombre premier, je vais affecter ma valeur. On gagne des petits pouillèmes à droite à gauche, c'est toujours ça de prix. Le Internet String Buffer, c'est ce dont vous a parlé Frédéric tout à l'heure. C'est quand on a notre chaîne test qui est présente 5 fois, c'est ce cache-là qui est utilisé. 4 mégas, on va se rendre compte que c'est assez juste. C'est assez vite atteint. D'accord? Et ça, deux paramètres très intéressants, ils vont dépendre immédiatement de votre manière de travailler vos applications. Save comments et load comments, c'est respectivement est-ce que je dois enregistrer tes commentaires PHP dans le pcache, et une fois que je les ai enregistrés, est-ce que je dois les recharger? Évidemment, si vous désactivez ces paramètres, vous allez consommer moins de RAM, vous allez gagner des petits pouillèmes de récupération à droite à gauche, etc. Mais attention, pour ceux qui utilisent Symfony, qui ont des annotations Doctrine, des annotations Twig, etc., si vous mettez ça à 0, vous cassez votre application. Faites bien attention avec les paramètres que vous mettez à OP-Cache et surtout, testez bien tout. Y compris le petit code qu'on a fait développer par un prestataire externe il y a 3 ans, qui est toujours en production dans un coin et qu'on ne pense jamais vérifier. Celui-là, on le connaît. On a vu comment il stockait, mais maintenant, c'est intéressant de voir comment il vient récupérer nos fichiers pour les mettre dans l'OP-Cache. On peut lui donner différentes stratégies pour filtrer les fichiers qu'il doit inclure. Notamment, un qui est assez intéressant, il faut savoir que ce paramètre-là, il n'est pas documenté dans la doc officielle de PHP. C'est vraiment un paramètre qu'on a pu trouver en fouillant le code et en fouillant surtout les reliquats de Zencache et de Zenoptimizer avant que ce soit intégré. Il est indiqué en secondes. Ça veut dire, si le script que je vais charger a moins de 2 secondes au début de l'exécution de ma requête, ne le mets pas en cache. Ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que dans le cadre d'un déploiement, si jamais on a un script qui n'est pas encore complètement écrit, mon rsync n'est pas fini, mon poussage FTP pour ceux qui fonctionnent comme ça n'est pas encore complètement fait, j'ai une connexion réseau qui casse, bah, si jamais mon script n'est pas complètement écrit, je vais mettre en cache n'importe quoi, et puis ce cache qui est n'importe quoi, je vais te leur servir à chaque fois. Faites bien attention à ce paramètre-là, parce qu'effectivement, il n'est pas documenté, et surtout, ça vous permet aussi éventuellement, dans certains cas, de bloquer l'inclusion de certains scripts. Vous voulez jamais voir ce script-là en cache, vous pouvez faire un touch dessus, avant de l'inclure, il aura moins de 2 secondes, il ne sera jamais monté en cache. Bon, max file size, blacklist file name sont 2 paramètres qui sont moins primordiaux, c'est intéressant de les connaître. Si jamais pour des besoins très particuliers, vous avez des scripts qui sont un petit peu gros, je sais pas, un script, un batch one shot qui va tourner dans un coin qui fait 4 mégas, 5 mégas, 6 mégas, parce qu'il y a des données dedans, je sais pas. C'est intéressant de venir toucher à ce paramètre-là si on n'a pas envie que ce pauvre script tout seul, que je viens taper une fois par jour, il vienne jouer sur ma mémoire et pourrir ce qui va être réellement appelé par mes visiteurs après. D'accord? Le blacklist file name, à part pour éventuellement faire certains tests en production, on n'a pas vu d'utilité immédiate à ce paramètre-là. Il y a toujours d'autres manières éventuellement de gérer le fait qu'un fichier ne soit pas inclus. Sachez qu'il existe si jamais vous en avez besoin. Et enfin, Fred vous en a parlé, OP-Cache, il fait de l'optimisation. C'est intéressant de voir
quelles sont les différentes stratégies d'optimisation qu'il va venir mettre en œuvre sur notre code. Fred vous en a parlé un peu, mais tout ça, ça se joue aussi beaucoup dans la configuration. Fast Shutdown. Celui-là, Fast Shutdown, c'est un paramètre qui est hyper intéressant. Pareil, par défaut, il est désactivé. Shutdown, il faut le comprendre au même sens que quand on fait un register shutdown function, c'est-à-dire l'extinction du script PHP. Il vient jouer sur la manière dont la mémoire va être libérée. Et je vais faire en sorte de rendre la main plus vite à l'utilisateur et donc de pouvoir prendre plus de requêtes, etc. Il va changer la manière dont la mémoire est gérée et la manière dont elle est libérée. Elle va être libérée plus rapidement, votre script va se terminer plus vite et vous allez pouvoir prendre une autre connexion plus rapidement. Alors, Enable File Override, c'est un paramètre assez pratique, mais là encore, il est un petit peu dangereux. Par défaut, il est désactivé. Il vient modifier la manière dont les fonctions fileExist, isReadable ou isFile viennent se comporter. Le principe, ça va être de dire, quand tu vas faire un fileExist sur un fichier PHP, d'abord, je vais vérifier si moi je le connais dans le pcache. Si je le connais dans le pcache, je vais te répondre immédiatement true. Si je ne le connais pas, je vais faire une vérification sur le disque dur classique. C'est intéressant, mais c'est dangereux. Parce que si jamais votre script a été supprimé entre deux pour une raison X ou Y, il va continuer de vous renvoyer true, jusqu'à ce que vous lui disiez de resetter le pcache. L'optimization level, c'est pour jouer sur les différentes passes d'optimisation dont Fred a parlé tout à l'heure. On ne va pas venir dessus en détail, on n'a pas tellement eu besoin d'y toucher à part pour faire des tests. Si jamais vous avez un bug aujourd'hui, enfin un jour, on ne l'a jamais connu, sur une des différentes passes d'optimisation, vous savez que vous pourrez toujours désactiver cette passe-là spécifiquement. Il y a peu de chances que ça arrive. Et enfin, le Enable CLI. Aujourd'hui, on est autant des workers, des batchs, etc., qui tournent, on fait ça bien, avec une belle application Symfony, on a notre composant console qui est merveilleux. Tout ça, ça va venir tourner un petit moment, d'accord, sur notre serveur. Mais par défaut, au pcache, même s'il est activé pour mes requêtes via Apache ou PHP FPM, peu importe, il ne le sera pas pour le CLI. Alors, on peut se poser la question de l'intérêt d'activer ça. L'intérêt, il est plusieurs, il est multiple. Ça va être, encore une fois, de limiter le nombre de lectures disques. Imaginez un batch qui va faire de l'envoi d'email, qui va devoir relire sans cesse des templates d'email, qui seront dynamiques, qui seront faits avec Twig. Twig, c'est compilé en classe PHP. Tout ça, il va les recharger, les réinterpréter, etc. Avec Enable CLI, on peut se passer de ça, et on peut venir mettre ça en cache. Donc ça, c'est un paramètre qui est aussi assez intéressant à activer. Une fois qu'on a vu tout ça, ça fait quand même pas mal de paramètres. C'est assez compliqué, on a tous des environnements différents, on a notre dev, notre test, notre pré-prod, certains ont d'autres environnements de recettes en plus. Et la question, c'est comment je fais pour configurer pour chaque environnement correctement en pcache maintenant que je connais tous ces paramètres. On est sympa, on vous a donné quelques petites réponses. Pour la dev, nous on conseille d'activer au pcache. Ça permet de voir assez tôt si jamais il y a des bugs qui sont rencontrés éventuellement. S'en rendre compte le plus tôt, c'est toujours le mieux. On conseille de venir appliquer la vérification des timestamps, évidemment, de le faire tout le temps. On le met à 0 secondes, le revalidate break. Ça veut dire qu'à chaque requête, il va vérifier que les fichiers n'ont pas changé. Ça permet d'éviter qu'un dev qui va faire un CTRL-S puis un F5, il se tire les cheveux parce qu'il doit faire F5 12 fois pour voir son nouveau script. En test, globalement, c'est la même configuration. On conseille d'augmenter un petit peu la vérification. Le temps de vérification, on peut le monter à 60 secondes. À moins que vous fassiez des déploiements sans arrêt en test, vous pouvez vous permettre de le monter à des valeurs comme celui-là. Et enfin, en prod, la configuration va être beaucoup plus agressive, évidemment. On va activer le Fast Shutdown, on va activer le Enable File Override, on va désactiver tout ce qui est vérification des timestamps et la revérification des chemins. Le problème, c'est qu'en faisant ça, quand je vais faire un déploiement, au pcache, il va garder mon ancienne version de mon application. Pour ça, c'est obligatoire de faire par exemple un restart de PHP FPM, d'appeler un graceful sur Apache, ou si jamais vous aimez bien vous compliquer la vie, vous avez la fonction opcache reset, que vous pouvez toujours appeler via un appel HTTP, puisque ce que j'ai oublié de préciser sur le Enable CLI, c'est qu'il ne partage pas la même mémoire que mes scripts de PHP FPM ou de Apache. D'accord ? Donc si vous aimez vous compliquer la vie, vous pouvez toujours faire un appel à la fonction opcache reset via un appel HTTP. C'est comme ça qu'on va
se permettre de jamais avoir de mémoire qui soit gâchée par OP-Cache, puisqu'on va lui dire de toujours faire confiance au script qu'il a en cache. D'accord ? Alors, tout ça, c'est bien. Quand on met en place, et nous, on a eu aussi la surprise, c'est qu'il est important de surveiller finalement, quand vous mettez en œuvre OP-Cache, ça va être de surveiller au début que tout se passe bien, que vous n'avez pas de problème d'allocation de mémoire. Alors, il existe pas mal d'outils. Il y a une commande interne de OP-Cache qui permet de connaître le statut, enfin l'état en tout cas d'OP-Cache. Et il existe différents outils disponibles. Et je me suis souvent aperçu que la plupart de ces outils, ils avaient tendance à nous afficher la consommation de mémoire, mais la consommation de mémoire, ce n'est pas ce qui est le plus important. Parce que même avec une mémoire, avec de la place encore en mémoire, vous pouvez ne plus avoir de fichiers qui montent en cache, puisqu'il y a également d'autres problématiques. La première, c'est attention aux clés de cache. Tout à l'heure, on vous a parlé, en parlant des revalided pass, il peut y avoir pour un même fichier plusieurs clés. Là, ici, c'est un petit exemple, mais le paramètre qui est le max accelerated files, donc ça, c'est le premier nombre premier, 7963. Si on regarde, nous, on avait sur notre plateforme le nombre de clés de cache qui était à 1946, donc on n'avait pas atteint le maximum. Par contre, le nombre de clés de cache, lui, son max, c'est le max accelerated file également. Donc du coup, lui, il était au max déjà. Le problème, ça veut dire que si on a une nouvelle clé de cache à rentrer, mais OP-Cache va dire je ne peux pas le mettre parce que j'ai plus la place. Il va calculer le chemin absolu, il va regarder s'il a un fichier qui correspond à ça, éventuellement monter ce fichier en cache. Donc ça veut dire qu'il va perdre un petit peu de temps à recalculer le chemin. C'est pas très gênant, vous me direz. Sauf que si vous avez par contre un nouveau fichier qui lui n'est pas en cache, là OP-Cache il va dire je ne peux pas stocker la clé, j'ai peut-être de la place en mémoire, mais je ne peux pas stocker la clé, donc je ne stocke pas le fichier. Et on a eu la mauvaise surprise, on avait de la place. Sur les outils de monitoring, on voit la mémoire n'est pas saturée. Et finalement, on avait plein de scripts qui ne montaient pas en cache parce qu'on avait saturé les clés de cache. Et le paramètre par défaut, on pensait être loin du problème. Mais non, parce que, vous voyez, là, on était à 2000 fichiers. Et je crois que là, on a augmenté le nombre de clés de cache. On a des vieilles applis, on a beaucoup de... Parce que c'est en fonction du linkload pass, c'est en fonction du chemin par défaut, etc. On est monté à 16 000 ou quelque chose comme ça. Donc vraiment, on était loin, loin du max. Il faut savoir que nous, quand même, effectivement, on utilise beaucoup les liens symboliques. Différents liens symboliques vont arriver au même endroit. Un seul script en cache. Par contre, plein de manières différentes d'y accéder. Donc en fait, ces Internet Strings, aujourd'hui, c'est quelque chose qui nous prend... Pardon, ces clés de cache, c'est quelque chose qui nous prend environ 6 mégas en mémoire. Donc ça, c'est aussi important à bien monitorer. Petite chose intéressante, il faut savoir que OP-Cache, il peut loguer différentes erreurs, différents problèmes qu'il peut rencontrer. Par défaut, il est à 1. 1, c'est affiche les erreurs. Donc 0, il affiche absolument rien. Quand on a eu notre problème de saturation de clé, eh bien, on n'avait pas de message d'erreur. Et puis on a activé le niveau de warning, niveau 2, pas de message. Niveau 3, niveau d'info, pas de message. Et on a activé le niveau 4, debug. Et là, il nous dit no more entry in the hash table. C'est vrai que c'est une information qui n'est pas intéressante. Il vaut mieux la mettre en debug. Bon, c'est juste pour l'anecdote. Un autre élément important à suivre, c'est les clés internes, les chaînes internes. Sur notre plateforme, on s'est vite aperçu qu'on était passé à 0 au niveau de la quantité de RAM libre, enfin disponible pour les clés internes. Je crois qu'on monte à 24 mégas ou quelque chose comme ça, rien qu'au démarrage de l'appli. Donc les 4 mégas qui sont alloués au départ, c'est un peu juste. Donc là, il est vraiment important aussi de suivre les clés internes, les chaînes internes. Alors ça, c'est un petit outil qu'on a développé pour afficher justement certaines informations qui n'apparaissaient pas. Et en l'occurrence, on s'est aperçu que suivre le memory usage, c'est bien. Mais alors, le waste memory, étant donné qu'on n'a aucune... Le revalided pass est désactivé. Pas le revalided pass, pardon. Le timestamp est désactivé. Il n'y a plus de fichier qui est retiré de la mémoire, donc du coup on ne gâche aucune mémoire. Donc lui il est vraiment pas important à suivre. Par contre, intern string usage, qui était important pour nous, et le key usage. C'était celui-là qui nous posait le plus de problèmes finalement. Le nombre de fichiers, il sera toujours inférieur au nombre de clés, bien évidemment, puisqu'il y a au moins une clé pour un fichier, et généralement il y a même plusieurs clés pour un fichier. Donc vous voyez, on est à 71% d'utilisation des clés, contre 11% seulement des utilisations des fichiers. Donc finalement, à suivre, ça va être la mémoire,
les clés internes et les clés. Les chaînes internes et les clés. Sinon, j'y arriverai pas. Alors, pour ceux qui sont nostalgiques éventuellement de leurs données utilisateurs, il faut savoir qu'il n'y a pas qu'APC dans la vie. Il existe d'autres solutions. Avez-vous envisagé éventuellement d'utiliser des fonctions telles que SHMOP, qui permet d'écrire directement dans la mémoire partagée? C'est des fonctions qui sont disponibles sur PHP depuis assez longtemps. Pourquoi pas écrire dans des RAM disques éventuellement, si vous voulez, si vous avez absolument besoin de faire de la mémoire. Et au final, si vous n'y arrivez pas, utilisez toujours APCU. Mais, comme je vous dis, il n'y a pas qu'APC, et il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas sauter le pas, qui ne veulent pas passer à du PHP 5.5 parce qu'actuellement, il n'y a pas de version d'APC compatible. Je vous rappelle qu'on est en PHP 5.6 maintenant. Alors, d'ailleurs, pour stocker quoi? Qu'est-ce que vous avez besoin de stocker en mémoire? La plupart du temps, on s'aperçoit qu'on a besoin de stocker des choses qui ne changent pas beaucoup dans le temps. C'est souvent des fichiers de configuration. Parce que si vous stockez, alors à moins d'avoir qu'un seul serveur, si vous stockez des données utilisateurs, par exemple des réponses en provenance de vos bases de données, avec plusieurs serveurs, vous risquez d'avoir des problèmes de désynchro, puisque les mémoires type APC, c'est local. Et en fonction du serveur sur lequel vous allez taper, vous allez vous apercevoir qu'il y a un phénomène de désynchronisation qui peut arriver entre les deux. Et généralement, ce qu'on stocke dans ces mémoires, c'est plutôt des configurations. Donc ce que je vous propose, c'est directement de prendre votre configuration, de faire un var export pour créer un fichier. Donc si vous avez un parsing XML ou un parsing YAML, vous générez un script de configuration, vous le stockez quelque part sur votre file system, et du coup, sur le coup suivant, un include de ce fichier. Ce qui fait que lorsqu'il va récupérer ce fichier, il va le mettre dans son cache d'opcode directement. Et après, vous allez récupérer directement ces données depuis la mémoire. Et là, vous allez voir des gains de performance qui sont non négligeables. Surtout pour les gros fichiers de configuration. Petite chose importante, on vous a parlé tout à l'heure du file update protection. Si vous vous attendez à générer votre fichier, vous mettez ça en cache, donc vous générez un fichier PHP et donc vous pensez que ça va être monté en cache, ça ne sera pas le cas, puisqu'on vous a dit tout à l'heure, pendant 2 secondes, OPCache ne va pas chercher à charger le fichier en mémoire. Qu'on disait tout à l'heure d'ailleurs, vous faites un touch juste avant un require et le fichier ne sera jamais monté en cache. D'accord? Donc si vous avez généré votre script PHP et que vous utilisez la méthode, par exemple, il y a une fonction qui s'appelle OPCache compile file, c'est-à-dire vous lui donnez un fichier et vous lui demandez de le monter en cache, eh bien OPCache il ne le montera pas puisque le fichier a moins de 2 secondes. C'est normal, vous venez de le générer. Donc faites bien attention à ça quand vous faites de la génération automatique. Donc, alors OPCache c'est hyper intéressant. On pourrait penser que c'est une révolution. C'est pas tout à fait ça, c'est une évolution. Les technologies elles existent depuis longtemps. L'important à retenir, c'est qu'il faut bien faire attention à la configuration par défaut. Pensez bien à fouiller un petit peu tout ça. Malheureusement, la doc de PHP n'est pas encore hyper explicite. On a trouvé beaucoup d'informations directement dans le code, directement aussi sur les anciennes docs de Zend, qui sont peut-être un peu moins fraîches, mais avec un peu plus de données. Merci beaucoup d'avoir suivi cette conférence. N'hésitez pas vraiment à commenter sur Joined-in, nous faire des retours. Alors, ça ne se lit pas très très bien également, les slides sont dispo sur un site interne et surtout, vous aurez les fichiers de conf, nos exemples de fichiers de conf qui seront mis à dispo sur une dernière slide à la fin pour pouvoir les télécharger, les tester chez vous. Est-ce qu'éventuellement, vous aurez quelques questions ? Bonjour, merci pour commencer parce que je trouve que c'est la conférence tech de la meilleure qualité qu'on a entendue jusqu'ici. Merci. Je vais vous poser une question à propos du Numcache Keys. Qu'est-ce qui nous empêcherait de le monter très 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 haut pour éviter d'avoir le type de problème que vous avez décrit? Est-ce qu'il y a des problèmes si on le monte très haut? Non, en réalité, on peut se permettre de le monter très 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 haut sans aucun souci. Surtout que ce qu'on va consommer après, c'est de la RAM. Et la RAM aujourd'hui sur un serveur, ça coûte rien. Et surtout quand on parle de consommer beaucoup de RAM dans ce contexte-là, ça va être passé de 16 à 32 mégas. D'accord. Après, ça peut être éventuellement, si jamais on a un problème de désynchronisation ou une tentative de hack ou n'importe laquelle, on pourrait éventuellement avoir toute une tripotée de scripts qui pourraient être montés en mémoire et qui nous saturaient complètement notre mémoire pour rien. Donc éventuellement mettre une petite limite pour parer éventuellement à tout problème, pourquoi pas. D'accord. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne voit pas forcément l'intérêt de bloquer, de mettre un maximum faible. C'est vrai qu'on pourrait mettre très très haut.
Et en utilisant un composer en mode moins haut, en mode optimized, est-ce qu'on ne réduit pas le nombre de clés à cet endroit-là? Si, bien sûr, mais encore faut-il utiliser uniquement Composer. Et puis, on a aujourd'hui plein d'applications que tout le monde utilise, qui n'utilisent pas Composer pour générer son autoload de son application. Donc effectivement, le nombre de clés va être réduit parce que ce sera toujours les mêmes chemins qui vont être utilisés pour accéder aux fichiers. Merci. Est-ce que vous savez s'il y a quelque chose qui est prévu pour les prochaines versions de PHP pour justement resetter le cache? Parce que je trouve ça... Enfin, personnellement, j'ai pas les accès sudo sur le serveur, donc je peux pas faire un restart FPM ou Apache, donc je suis obligé de passer par du HTTP, et c'est assez galère. Ah, c'est ce qu'il disait tout à l'heure. En fait, il y a une fonction dans OPCache qui s'appelle OPCache reset, qu'on peut mettre dans un script et qu'on peut appeler. Donc on cache un script avec une authentification, n'importe laquelle, permettant de resetter directement. Il faut savoir que parmi les paramètres de compte dont on n'a pas parlé, il y a quand même un paramètre qui permet de limiter dans notre espace disque les scripts qui ont le droit de faire appel aux fonctions de l'API OPCache. Donc ça, il faut voir si éventuellement votre hébergeur a mis en place. Oui, c'est un paramètre qui n'est pas documenté aussi, restrict API. Hein. Voilà, parce que l'OPCache reset, vous ne pourrez pas l'appeler dans ce cas. Mais depuis les lignes de commande, par exemple, enfin en CLI, il n'y a rien de prévu non, parce que justement, c'est ce qu'on disait, c'est que en CLI, on n'a pas accès à la mémoire partagée d'Apache ou de PHP-FPM. Donc finalement, c'est une bonne question. Là, je ne connais pas le futur là-dessus. J'ai vu là du coup qu'on pouvait activer le cache sur le CLI. Oui. Par contre, en fait, à chaque appel CLI, finalement, le process est qu'il est derrière, donc le cache n'est que pendant le temps. Tout à fait. Ce qu'on disait, c'est qu'on ne gagne que éventuellement un petit peu d'optimisation, surtout quand on a des batchs, par exemple, qui sont un petit peu lourds. On va bénéficier un petit peu de l'optimisation et aussi le montage de certains scripts. Lorsqu'on va avoir des boucles ou des choses, on va gagner, c'est pour ça qu'on conseille de l'activer. Mais aujourd'hui, il est vrai que dès que le script est terminé, il n'y a plus rien en mémoire partagée. Pensez aux workers qui vont tourner en permanence, qui vont être gérés par celui de oui. Eux, ils vont tourner en permanence. Donc finalement, leur cache, ils vont l'alimenter comme ça. Et ma deuxième question, quand on a plusieurs applications déployées indépendamment sur un même serveur, mais avec le même Apache ou le même Nginx, est-ce qu'il y a des moyens de ne purger l'opcode que sur une application donnée et pas sur tout pour tout le monde? Aujourd'hui, non, on ne peut pas. On peut supprimer des fichiers, enfin, on peut appeler certaines commandes pour enlever des scripts qui sont cache. Donc, on peut ponctuellement en invalider certains. Donc, on pourrait imaginer quelque chose qui boucle sur tous les fichiers qui sont actuellement, puisqu'on peut avoir la liste de tous les fichiers qui sont actuellement dans OpCache. Donc on pourrait imaginer de parcourir sur l'arborescence, je ne sais pas quoi, d'éliminer un ensemble de scripts. Ça, c'est tout à fait possible. Oui. Concernant la partie cache des données utilisateurs, est-ce que des solutions comme Redis sont une bonne alternative à ça? C'est juste 50 fois moins rapide. Okay. Dans tous les cas, malgré tous les efforts, et puis la taille, que Redis de taille mémoire aussi. Redis, ça reste quelque chose qui va être fait via un appel réseau. Ce sera forcément beaucoup moins rapide que d'accéder à de la mémoire qu'on a directement sur le serveur. APC, par exemple, le maximum de mémoire alloué pour APC, c'est 512 mégas. Donc déjà, il y a des limites aussi en termes de quantité de données qu'on peut mémoriser, alors qu'avec un Redis, surtout les dernières versions, les Redis clusters, où là, on peut allouer énormément d'espace. Question là-bas? Merci pour le talk. J'ai une question pour les outils de monitoring. Oui. Quels sont ceux que vous conseillez? Et vous avez montré une slide où vous avez fait un outil en interne. Oui. Est-ce qu'il est open source? Est-ce qu'on peut l'utiliser? On envisage éventuellement de le sourcer, oui. On va le faire, oui. Mais après, il y en a pas mal sur GitHub qui existent. J'en ai fait une extraction de 4 là. Rasmus en avait fait un. Oui, il en a fait un. Okay. Et justement, il n'affiche pas les informations qui m'intéressent. En l'occurrence, les clés de cache qui nous a posé le plus de problèmes. Ok, merci. Une dernière question là-bas.
Tu parlais tout à l'heure de la possibilité de faire des appels en shared memory pour stocker le cache. Oui. Est-ce que tu sais s'il y a des libs qui font ça Alors justement, j'ai cherché parce que je me suis dit, zut, il y a bien quelqu'un qui en a fait. Il y a quelques petits trucs, mais c'est du bêta. Non, il n'y a rien de vraiment disponible pour exploiter. C'est assez étonnant d'ailleurs. Je pensais que des gens se seraient intéressés à la question, mais non. Après, il y a des questions de performance. Finalement, un PC, c'est quand même développé en C. Il y a pas mal de choses derrière permettant de faire ça vite. Si on le faisait nous-mêmes, en PHP, il faudrait gérer les problématiques aussi de fragmentation de mémoire, etc., etc. Ça peut prendre un petit peu de ressources. Merci beaucoup.